Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition Conseil, Finance et Transmission. Dans ce podcast, on rentre dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise et on essaye de comprendre sa vision de l'entrepreneuriat. Chaque mois, je vous plonge au cœur d'un récit d'un invité qui nous raconte son parcours jusqu'à une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le changement de paradigme suite à cet événement, afin de mieux saisir ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, je vous propose un épisode gourmand. Je vous présente Denis Lavaux, maître artisan glacier à la tête de la société L'Angélis, société artisanale de glace valorisée une 30aine de millions d'euros, et surtout palme d'or du patrimoine gastronomique français. L'Angélis a toujours été une histoire de famille, par l'origine du projet, par le nom même de la marque, en référence à sa fille aînée, au nom de ses glaces, Jade et Ali, en référence à ses petits-enfants, et surtout, parce que c'est le thème de cet épisode, par le projet de transmission de son entreprise d'un père vers ses filles. Le fil rouge de cet épisode est donc de comprendre le raisonnement et le point de vue du capitaine d'industrie qui transmet son entreprise à ses enfants. Denis Lavaux est quelqu'un d'entier, avec un franc-parler. Vous allez voir, cet épisode est un régal à écouter. Il sort en plein mois d'août, que j'espère beau et chaud. Donc allez, foncez acheter ces glaces. Vous ne serez pas déçus, elles sont vraiment à tomber. Bonjour Denis, merci de nous recevoir aujourd'hui au siège de ta société, à côté de Saintes, en Charente-Maritime. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, je te prie ? Je m'appelle Denis Lavaux, j'ai 62 ans, je suis originaire de Saint-Jean-d'Angély. Je préside la société L'Angélis qui fabrique des glaces de haute qualité et des glaces saines. Artisanal. Artisanal, je suis maître artisan. Maître artisan glacier. Ouais, maître artisan glacier. Avant de rentrer plus dans le détail, comment est-ce que tu pourrais résumer ton parcours en une phrase, si tu pouvais ? Un mot, chaotique. Oh putain, ça me plaît. Alors normalement, je demande comment tu expliques ton métier à tes enfants, mais il s'avère que toi, tes enfants travaillent avec toi, donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de définition. Mais comment est-ce que tu qualifierais justement ton rôle aujourd'hui dans l'entreprise, vis-à-vis de tes enfants, de tes salariés et de ton activité ? Alors il y a une chose qui est très marquée à l'Angélis, c'est la bienveillance, l'agilité et la curiosité. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, on regarde bien sûr son cursus, mais on regarde surtout s'il a ses valeurs. Je dirais que moi, mon métier, c'est d'écrire demain et contrôler aujourd'hui ce que j'ai dit hier. Donc, je suis dans le contrôle, dans l'accompagnement. J'appelle ça l'accompagnement. Toute la partie opérationnelle, maintenant, je l'ai déléguée à ma fille Sarah, qui est directrice générale. Et Angélique, elle s'occupe de tout ce qui est marketing, développement produit et les packaging. Donc, chacun a son rôle. Et puis après, je peux dire que tous les employés sont mes enfants, puisqu'il y en a beaucoup qui ont démarré à faire des emballages en carton, aujourd'hui qui sont cadres, acheteurs, chefs de production, voilà. Donc on emmène beaucoup de jeunes et la moyenne d'âge ici c'est 35 ans, donc c'est assez jeune. Extrêmement RSE parce que j'y suis un peu, mais eux ils y sont extrêmement les jeunes. Donc voilà, donc on a nos valeurs autour du produit qui est aussi sur l'environnement. On peut pas faire un produit sain si tout autour c'est pas sain. Ok. Et du coup tu fais beaucoup de promotion interne, tu fais relativement peu de recrutement externe ou rien à voir ? On fait beaucoup externe. En fin de compte, comme je suis dans la transmission, je recrute des gens très capés pour aider mes enfants à la reprise. Pour moi, c'est important que je leur mette la meilleure équipe autour d'eux pour qu'ils réussissent à faire mieux que moi. Moi, j'ai écrit une partie de la page, mais j'espère que ça va être un livre. Donc, j'ai fait un paragraphe à eux d'écrire l'autre, mais j'essaye de leur mettre les bons mots, les bons outils pour qu'ils puissent continuer, bien sûr, à grandir. Comment tu pourrais expliquer que tu es venu à en faire des glaces, à faire des glaces, à en faire ton métier et ton gagne-pain ? Longue histoire. En fin de compte, ça démarre quand j'ai 7 ans. À côté de chez ma grand-mère, à Saint-Jean-d'Angély, il y avait un monsieur qui était italien qui faisait des glaces. Et comme mes parents étaient ouvriers, ils n'avaient pas les moyens, ni ma grand-mère me donnait beaucoup de sous pour acheter des glaces. J'allais couper les fraises et les citrons avec ce monsieur. Je le faisais avec lui. Il me montrait comment on faisait un sorbet fraise ou citron. C'est le souvenir que j'en ai. Et il m'offrait une glace. Puis après, j'adorais la glace, donc j'en voulais une deuxième. J'ai trouvé une solution. J'ai commencé à ramasser des escargots dans le jardin de mes parents, puis j'en ai vendu. Puis après, j'ai vendu aux voisins. Puis après, j'ai fait du porte-à-porte. Puis après, j'ai trouvé des restaurants. Puis à 10 ans, je les achetais 10 francs à mes copains et je revendais 20 francs. Donc j'avais tout un réseau. Et à 13-14 ans, je m'étais aperçu que je poussais les portes des maisons. Et en fin de compte, j'ai commencé à taper aux portes, bien sûr. Et les gens qui regardaient derrière le rideau, je leur proposais de percer la porte et de mettre un judas, un œilleton pour qu'ils voient à travers la porte. Et là, je prenais 50 francs. Donc mon père me prêtait la perceuse de l'hôpital. Il me payait
les œilletons, et moi, c'était net, 50 francs net. Bon, j'ai travaillé dans les champs, éclaircir. Je partais pas en vacances avec mes parents. Quand j'avais 14 ans, je travaillais dans les champs. Et puis après, échec scolaire. J'ai redoublé 2 fois. J'avais 7 de moyenne en 3e. J'avais 17 ans. J'étais encore en 3e et je rentre à l'école de lettré de Surgères, l'ENILIA. Et maman m'emmène là-bas et je dis, je veux pas traire les vaches. C'était une très belle école qui existe toujours à Surgères. Et je vois monsieur Rollin, qui était le directeur, et il me dit, il fallait 15 de moyenne. Il me dit, écoute, je sens quelque chose, je te prends. Donc il m'a tendu la main, je lui ai avalé le bras. Hein. C'était... Parce qu'il faut savoir aussi, j'ai passé... C'est un signe que ce que j'ai fait, puisque j'ai fait le concours de la police, j'ai fait le concours Jean Amaury, j'ai fait le concours d'EDF, GDF, SNCF, j'ai jamais été pris. Comme le BPC, je l'ai pas eu. Alors, si tu veux bien, j'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que j'ai lu ça dans une interview, où tu dis que tu as passé tous les concours. Ton père était syndicalisé. Oui. Comment est-ce que tu pouvais avoir un profil très commercial, vendeur, entrepreneurial? C'était peut-être un peu juvénile pour en parler, mais... Ouais, c'était même pas juvénile, non, parce qu'à 13 ans, c'est des amis de mes parents qui m'ont relaté ça, comme quoi je leur avais dit qu'un jour je serais patron. Moi, ce que je voulais écrire tu as passé des concours de gendarmerie. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que j'étais en échec. Donc j'ai essayé de m'accrocher à n'importe quelle branche. Ok. Voilà, c'était ça le sujet. Et tu t'es pas dit, bon, je vais continuer à percer des trous pour mettre des judas ou etc. Non, il fallait faire des études. Oui, puis j'ai eu plein d'idées. J'avais été voir les franchises, le salon des franchises pour faire des donuts sur un tapis. J'ai vu les boutiques de bonbons, mais c'était pas... En fin de compte, l'histoire, c'est qu'après, je rentre au centre de recherche Nestlé. Alors avant, bien évidemment, je vis à Argenteuil. Quand je sors à 19 ans avec mon BEP de laiterie, je vais à Argenteuil. Je suis conducteur de machine de briques de lait chez Candia. Ensuite, je vais au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Je suis conducteur de machine à yaourt. J'ai dormi pendant 6 mois dans une cave à ce moment-là. Parce que je demandais des acomptes. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer le premier mois le foyer de jeunes travailleurs. Donc des acomptes. Et puis après, je trouvais que ça me coûtait trop cher. Donc je suis allé voir les gardiens et puis je leur ai demandé s'ils n'avaient pas un appartement. Ils m'ont emmené dans une cave. Bon, il y avait un évier, un lavabo, une fenêtre. Et pendant 6 mois, j'ai vécu là. Mais moi, me faire mal me fait du bien. Parce que toutes les expériences négatives, je les retourne comme positives. Je suis un hyper actif et je suis très positif. Je dis souvent, mon dicton, c'est il y a ceux qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je l'ai toujours vu déborder. Je suis fait comme ça. J'ai voulu, quand j'ai créé ma boîte, avoir un redressement. J'étais le premier en sauvegarde. Et il y a 3 ans, je dis à ma femme, j'aimerais bien avoir un cancer. Comprendre quelqu'un qui reçoit le cancer, comment il le prend. J'ai mon cancer. Elle me dit, tu l'as voulu, tu l'as. Bon, c'est un petit cancer, je suis en rémission. Mais cette épée Damoclès qui nous tombe dessus au moment où on apprend qu'on a un cancer, même si on s'en doute, mais on s'en raccroche à quelque chose, c'est une expérience où on est encore plus fort. Pour moi, c'est me renforcer d'être encore plus fort. Ok, d'être en difficulté. Ouais. Je m'ennuie si j'ai pas de problème. J'aime bien que les problèmes que j'ai tous les jours, ça soit des énigmes que je dois résoudre. Je prends ça comme un jeu, pas comme une souffrance. Ok. Je suis un peu fou, peut-être. Il faut avoir une motivation, il faut avoir un objectif. Ouais. Alors pendant la période, pour reprendre ma période d'où je viens, après je suis pistonné pour aller à l'armée à Angoulême par mon oncle et il se trompe de caserne dans l'affectation. Je me retrouve au premier IMA, camp semi-disciplinaire pendant la guerre du Liban. Et au bout de 3 jours, ils me disent, soldat Lavaux, vous êtes pistonné, vous allez dans le transport. Je dis non, je suis là, j'y reste. Mais ça m'a appris des valeurs énormes. J'étais anti-militaire. Et ça m'a appris à saluer le drapeau, à l'aimer. Ça m'a appris la camaraderie, de partir tous ensemble, revenir tous ensemble. C'était l'une de mes plus belles écoles que j'ai pu faire. Je souhaiterais tellement que l'armée revienne. Ouais. Ouais, je pense. Ça serait super pour saluer le drapeau, la discipline, se laver le matin, se lever le matin, respecter l'autre, respecter la hiérarchie et adorer notre drapeau. Est-ce que ton père a eu une influence dans ce parcours, justement pas le fait qu'il soit syndicaliste, mais est-ce qu'il a influencé tes choix? Non, il a influencé sûrement comment je fonctionne. Je dis, si je n'avais pas été chef d'entreprise, je serais syndicaliste. J'aime faire du bien aux autres. Donc je le fais dans ma fonction de chef d'entreprise, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je l'aurais fait si je n'avais pas été patron. Oui. Aider les autres, c'est ancré dans mes valeurs. Moi, je me dis... je le dis souvent, à la fin de ma vie, si je suis encore lucide, ça va être sûrement... je me dirais qu'est-ce que j'ai fait pour les autres et pas me dire qu'est-ce que j'ai profité de cette terre. J'aurais réussi ma vie si je pars et j'aurais aidé beaucoup de gens. Donc, tu as eu un job de salarié donc chez Nestlé? Alors, Nestlé, oui, je rentre à 21 ans chez Nestlé. Là, je suis nettoyeur de machines au centre de recherche mondial à Beauvais, dans l'Oise.
Et il y avait trois ateliers différents, déshydraté, plat cuisiné et crème glacée. Bon, mon enfance, les crèmes glacées, moi, fromage et beurrier, la laiterie, le lait. Et je voulais absolument être dans cet atelier, mais ils m'ont fait passer partout. Ils m'ont fait aussi dégustateur. Ils m'ont entraîné pour être dégustateur mondial. Moi, j'étais spécialiste du basilic. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas dégustateur sur quelque chose qu'on maîtrise. Autrement, on trouve les erreurs de la fabrication. Si on me faisait déguster des glaces, je vais vite savoir si c'est homogénéisé, pas homogénéisé, s'il y a trop d'air, pas assez d'air. Et j'ai fait des cours par correspondance. Comme je n'avais pas travaillé à l'école, pendant 2 ans, j'ai fait des cours par correspondance. Donc je joue au football, je m'entraînais 3 fois par semaine, puis je jouais le samedi, je travaillais et la nuit, je faisais mes devoirs. J'ai eu un brevet de technicien, voilà, et à 27 ans, ils m'ont mis responsable de l'atelier pilote mondial. Beau parcours. Un très beau parcours. Mais ils avaient investi énormément. Ils m'ont emmené partout en Suisse, ils m'ont emmené apprendre à faire du chocolat. Enfin, bon. J'étais leur petite pépite et ils n'ont pas trop apprécié quand je suis parti, mais je leur avais dit que je voulais être chef d'entreprise. Alors, c'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'ils ont identifié, ils t'ont identifié comme une pépite parce que justement, tu travaillais déjà à l'époque pas comme si c'était ta boîte, mais avec un raisonnement de chef d'entreprise? Je pense que j'ai un don, c'est on peut me donner une moto, un bateau, une voiture, je maîtrise tout ce qui est puissance, tout ce qui est moteur. Et en fin de compte, les prototypes, les machines, je ressentais comment ça fonctionnait. Il y a des pompes, il y a pas mal de choses. Donc ils me donnaient tous les prototypes à régler pour la plupart. Et ils m'ont formé et j'étais, leur pépite, ils avaient beaucoup investi. Et quand j'ai donné ma démission, le directeur est venu, il m'a dit, vous pouvez pas partir, c'est pas possible, on vous double le salaire. Et je lui ai dit, non, mais je travaille pas avec des voleurs, il fallait me payer avant. Et après, j'ai rassuré, je lui ai dit, non, mais de toute façon, je vais être chef d'entreprise, donc vous pourrez rien faire. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que dès 13 ans, tu as dit que tu allais être chef d'entreprise? C'était quoi ta motivation, Je voulais écrire ma vie, je voulais être acteur de ma vie. Emmener des gens avec moi. Et puis j'ai aussi une envie, il ne faut pas se cacher, j'avais envie de gagner de l'argent. Puisque j'en avais pas, j'en mets dans une cave. Quand on crée son entreprise, c'est créer son histoire, créer une histoire, mais pas tout seul, avec des collaborateurs. Voilà, pour moi, c'est un combat de tous les jours, mais il y a des victoires, il y a des défaites. C'est la vie d'un homme, d'une femme et d'une entreprise. On est fait de ça, et pour moi, on sort toujours plus fort d'une difficulté. Et est-ce que tu savais quel type d'entreprise tu voulais faire? Est-ce que tu savais... Non, je savais pas. Je voulais tout faire, mais je trouvais pas mon projet. Puis je me suis posé la question, en quoi t'es bon? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est évident, je savais faire des glaces et des sorbets. Donc, tu cherches pas. Mais au départ, je voulais surtout pas d'agroalimentaire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qualitatifs et bactériologiques. Donc, je connaissais trop le truc, les difficultés, mais en fin de compte, je l'ai fait quand même. Alors, on va y revenir là-dessus. Donc, 96... Tu démarres... Alors, juste avant, pendant 2 ans, je suis débauché par le président des glaciers d'Île-de-France, de chez Nestlé. Et là, je lui aménage une unité de production et je crée des recettes pour Picard, puisqu'ils vendaient à 80% pour Picard. Et je dis, je fais 2 ans avec vous, mais après, je crée ma boîte. Quand tu deviens de quelqu'un qui passe plutôt sur la partie mécanique, automatisation, à créateur de recettes, c'est pas du tout le même métier. Je travaillais les recettes chez Nestlé, il n'y avait pas que les machines que je maîtrisais. D'accord, ok. Je n'étais pas tout seul, il y avait des ingénieurs, des techniciens. Moi, je manageais les techniciens et il y avait les ingénieurs qui nous donnaient du travail. Donc, bien sûr, on travaillait sur les recettes. Et puis après, quand j'étais chez l'artisan, pendant 2 ans, lui, il était artisan, donc j'ai appris beaucoup de choses. En fin de compte, j'ai emmené l'industrie dans l'artisanat. Et l'artisanat, après, j'ai repris l'artisanat avec des méthodes. Qu'est-ce que j'ai transformé en fin de compte? Ce que j'ai réussi de faire, c'est que chez Nestlé, on faisait des mix, des mélanges, pas la même viscosité, pour tous les produits. C'est-à-dire que ça pouvait passer dans toutes les machines du monde, dans toutes les usines de Nestlé. Et en fin de compte, ce que j'ai choisi, quand j'ai vu la technique et la qualité du produit artisanal, ce que j'ai fait, j'ai modifié mes machines, parce que le mix, je ne cherche pas une fluidité la même de tous mes produits. Donc c'est la machine qui se met au diapason du produit et non l'inverse. Pour moi, l'industriel, c'est qu'il fait un produit standard qui peut passer dans toutes les machines du monde. Pour moi, l'artisan, c'est qu'il trouve des solutions pour passer un produit qui n'est pas standard, parce qu'il veut de la haute qualité. C'est l'outil de s'adapter au produit. Il faut s'adapter au produit, voilà. Donc, pendant 2 ans, tu fais ça à Paris. Et après, tu te dis, c'est parti, on crée la société. Du côté de Lyon? Non, Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély? Oui, en fin de compte, je crée la société L'Angélis. Notre nom, Lavaux, le L, et Angélis pour ma fille Angélique, qui avait 2 ans et demi. Okay. C'est Saint-Jean-d'Angély. Pardon. J'ai rien contre Lyon. J'ai lu que tu avais démarré avec un petit chariot de vente de glace, c'était ça? En fin de compte, le projet, j'ai démarré avec 10 000 francs. Et j'ai voulu mettre un capital pour être sérieux. Mais j'ai mis ma voiture, mon répondeur téléphonique pour 300 €. J'ai mis des trucs pour arriver à ces 10 000 francs, ces 1 500 €. Et j'ai démarré avec un petit chariot. Oui. Donc, où j'avais fait les glaces pour l'artisan, il me les revendait.
Et puis après, je mettais dans mon chariot, mais bon, c'était mes glaces, c'était mes recettes, voilà. Tu étais revendeur finalement. Oui, revendeur. Oui. Alors, il y a eu plusieurs étapes, j'imagine, mais comment t'es passé de revendeur à producteur? Alors, je voulais produire, mais j'avais pas les moyens. Et en fin de compte, avec mon petit chariot, avec des cautions bancaires, j'ai perdu ma maison. Donc, je l'ai toujours en travers. On m'a volé ma petite maison Phoenix. Là, c'était une petite maison à 60 000 euros. Et quand j'ai vendu, les banques sont payées, recouvert le prêt qu'ils m'avaient fait. Donc, j'ai toujours pas digéré. Bah, ça, c'est une étape de la vie. Et ce que j'ai fait, j'ai poussé les portes de grande surface. Et l'anecdote qui est extraordinaire, c'est que je vais au Petit Leclerc de Saintes pour vendre mes glaces. Donc avec mon père, il était photographe amateur, mais il prenait des photos, donc on collait les étiquettes sur les couvercles, enfin un truc de fou quoi. Je vais voir le Petit Leclerc de Saintes et il y a la patronne qui arrive, elle me dit vous faites quoi? J'ai rendez-vous avec votre directeur pour mes glaces, elle dit je veux pas de vos glaces, vous pouvez partir. Première sentence. Et 2 heures, 3 heures après, je me souviens plus trop, mais je passe devant le tribunal de Saintes et je vais au Grand Leclerc de Saintes où j'avais rendez-vous. Mais je savais que si je loupais, c'était la fin. Et quand j'arrive au Grand Leclerc, cette dame est encore là, c'est la patronne des 2 magasins. Je le savais pas. Oh, putain. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je vous ai dit que je voulais pas vous voir. Et le directeur qui sort du bureau prend mes glaces, ma glacière, il lui fait goûter dans le bureau et elle ressort. Elle me dit, je veux vos glaces dans mes 2 magasins. Ça s'est joué à ça. En fin de compte, faut aller jusqu'au bout. Faut surtout pas dire que c'est fini. Voilà. Mais après, quand j'ai créé ma boîte, je savais que j'allais revenir ouvrier ou technicien, où je retrouvais du boulot. Donc, mon risque, c'était quoi? D'essayer d'avoir une aventure personnelle et commune avec du monde autour de moi, mais j'avais aucun risque. Je dis aujourd'hui, si on veut monter sa boîte, on a un métier, faut sauter. De toute façon, on saute de la fenêtre, il y a quoi en bas? Aujourd'hui, il y a du coton. Tentons. Alors, pour aller là-dessus, tu vois, on est le 12 juin 2025, et ce matin, j'écoutais BFM Business comme tous les matins, et il disait que le chômage est en train de remonter, et les métiers qui étaient hautement pénuriques et hautement difficiles, où en fait, le seul moyen d'avoir un collaborateur, c'était de le chasser chez un confrère. Finalement, la tendance commence à s'inverser. Donc, c'est plutôt un bon signal, entre guillemets, pour entreprendre. Encore une fois, pour les gens qui se posent des questions, qui nous écoutent, si on sait qu'on va retrouver du boulot derrière, ça coûte rien d'essayer. Et c'est pas un coup d'avoir 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais. On s'en fout de ça. Non, faut y aller. Je veux dire, on peut pas vivre notre vie, elle est tellement importante, notre vie personnelle, que de se dire, si j'avais su, j'aurais dû. Non, mais fais-le. Puis tu verras bien. Tu verras, t'assumeras. Moi, j'aurais jamais dû être chef d'entreprise, j'avais pas les us et les coutumes. Si j'avais vu ce que j'allais vivre, si j'avais fait des grandes études, j'ai reçu par Harvard le coup de cœur de l'autodidacte national et j'en ai expliqué. Si j'avais fait des études, j'aurais vu tous les problèmes que j'allais avoir, je n'y allais pas. Mais comme je le savais pas, j'y étais, puis j'ai pris des coups. Ce qui est important, c'est... j'ai jamais été à terre, mais toujours monter la marche, quoi. Monter une marche. Et après, j'ai appris aussi qu'il fallait aussi un plateau. Quand on monte des marches 4 à 4, vaut mieux avoir un plateau où on sécurise et après on remonte des marches. Voilà. Je me permets là-dessus, par rapport à la prise de risque. Tu évoquais tout à l'heure que tu avais perdu ta maison. C'était en quelle année, ça? 96, 97, quand je crée la boîte au bout d'un an. Ah d'accord, parce que tu n'as pas réussi à rembourser tes crédits. Si, j'arrivais, mais j'ai vendu la maison. Et comme la maison était en caution, le bénéfice de ma maison, ils sont remboursés le prêt. Ah ok. Donc je me suis retrouvé... tout nu. À poil. Tout nu n'est pas assez fort. À poil, c'est mieux. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le domicile familial ne fait plus partie... maintenant, mais dans le temps... Non, mais je précise pour ceux qui nous écoutent. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, en effet. C'est pour ça qu'on peut sauter la fenêtre. Ça limite la prise de risque et raison de plus pour y aller, ouais. Donc, au final, le Leclerc, donc de Saintes, c'était quoi? C'était 97 ou 98? On était 97. 97. Donc là, tu commences à internaliser ta production ou c'est toujours de l'achat-revente? Non, je trouve un troisième artisan et je le contrôle et j'enfile mes recettes et il me fabrique mes recettes. Quand est-ce que tu as switché de revendeur-distributeur à industriel? 2001. Ah oui, ça a duré un peu longtemps quand même. Ouais. Ça a duré 2001 où j'avais pas trop les moyens de me monter un atelier et où on est aujourd'hui à Fontcouverte. C'était un bâtiment qui faisait du pain de la viennoiserie en terminal de cuisson qui était en liquidation et je l'ai acheté à la barre du tribunal. Ça valait 1,8 million. Le bâtiment, je l'ai payé 325 000 euros. Belle OP. J'ai sauté dans la cour quand je l'ai eu. Je criais partout. Pour moi, c'était un temple quand je suis rentré. C'était enfin une cathédrale. Je dis, c'est quoi ce truc? J'aurais jamais. Ça faisait quelle taille à l'époque? Ça faisait 1400 mètres carrés. Ah, c'est déjà énorme. Mais il y avait un tunnel de surgelation, j'avais tout l'équipement. Et un de mes confrères qui me faisait les glaces, quand j'ai acheté ce bâtiment, lui changeait tout son matériel de son entreprise. Donc il m'a donné pour presque toutes les machines, pour pas grand-chose. Comme quoi, la vie est faite d'opportunités. Ouais, d'opportunités et des gens qui sont bienveillants.
Aujourd'hui, ton business model, qui était initialement de distribuer tes produits donc en GMS, quand est-ce que tu es passé sur les restaurants également ? Alors, ça fait longtemps qu'on fait les restaurants, mais en direct, là, on vient de passer depuis 2 ans au national avec France Frais, qui est notre distributeur national. Ok. Moi, là où je voulais t'amener, c'est en 2021. Tu décides, premièrement, d'ouvrir 2 boutiques et de créer une franchise, alors que le principal réseau de boutiques dans le sud-ouest qui était connu, c'était au Sorbet d'Amour, qui était placé en redressement judiciaire déjà dès 2019. Comment tu t'es dit, lui, il s'est planté, mais moi, je vais réussir ? Parce qu'au final, à l'époque, je t'avais appelé en disant, c'est potentiellement à vendre, est-ce que ça t'intéresse ? Ouais. Tu m'avais dit non, pour différentes raisons, dont on parlera pas, enfin, ou tu parleras peut-être. Mais comment tu t'es dit, lui, il s'est planté, mais moi, je vais y arriver ? En fin de compte, je suis un opportuniste. Quand tout va bien, on ne me voit pas trop bouger. C'est quand tout va mal qu'il y a de grandes chances que je sois là. Pourquoi ? Parce que je parle du principe que quand on est moins nombreux sur la piste pour le départ, on a plus de chances d'arriver. En fin de compte, s'il y a trop de gens qui font de la glace, on a moins de chances de réussir. S'il y en a 2 qui se lancent à faire de la glace, on a plus de chances de réussir. C'est la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge. Je ne sais pas si tu connais, non, mais on apprend ça en école de commerce maintenant. Enfin, l'océan rouge, c'est un océan, il y a beaucoup de poissons, mais tu as beaucoup de prédateurs et de petits poissons. Donc en fait, tout le monde s'entrebouffe et finalement, il n'y a pas grand-chose à bouffer, in fine, parce qu'il y a une surconcurrence. Et l'océan bleu, tu as beaucoup moins d'aspects de population, mais du coup, tu peux vivre tranquillement dans ton biotope et on ne vient pas trop te casser les pieds, quoi. Ouais, c'est ça, mais moi, je connaissais pas. J'ai pas fait de grandes écoles. Alors, c'est un mec très intelligent qui a théorisé ça, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, moi j'ai retenu mais c'est l'image. Bien vu. Et donc 2021, on est post-Covid, il y a encore des restrictions, etc. Et tu décides d'ouvrir des boutiques. Sacré challenge, quand même. Ouais, sacré, mais j'ai appris un métier, je suis encore en train de l'apprendre. Autant je maîtrise la grande distribution, autant les boutiques, on est en train de revoir notre modèle. Ce qui a été important pour moi, c'est monter les boutiques pour se faire connaître, plus que pour faire du profit. Les boutiques, elles ne font pas de profit et j'en attends pas. Mais quelle est la somme qu'il faudrait mettre pour que les gens nous rencontrent à un endroit pour une dégustation ? Pour moi, le moins cher, c'était une boutique. Alors, moi, j'habite à Bordeaux, tu vois, par exemple, vous avez ouvert une boutique à Bordeaux. J'ai mes copains bordelais qui commencent à me parler de l'Angélis, justement, grâce à ta boutique. Alors que, bon, moi, je te connais depuis longtemps parce que je suis charentais, donc voilà, forcément. Mais c'est vrai que c'est un excellent outil de pub, finalement. Ben voilà, c'est un excellent outil de pub, si ce n'est quand je la vends demain. Ah oui ? Ouais, alors c'est un raté parce que je voulais faire ma première franchise et on s'est pas mis d'accord et la boutique est trop loin de chez nous en ce moment. On n'a pas les moyens de la suivre correctement comme celle de La Rochelle, de Royan et de l'île d'Oléron. Donc tu as cet aspect géographique, parce qu'un junior, c'est compliqué. Ben, en fin de compte, c'est trop loin encore, on n'a pas les équipes pour. Donc on veut monter notre première franchise et trouver notre modèle de manger de la glace tout le long de l'année. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler, on a déjà très bien avancé le dossier. Mais du coup, tu vends le fond pour quelqu'un qui va en faire autre chose ? Oui, qui va vendre des glaces, mais pas à l'Angélis. D'accord, pas l'Angélis. Non, on se retire de Bordeaux. On veut revenir, mais d'une autre manière. Ok. Parce que là, pour le coup, tu disais les boutiques ne gagnent pas d'argent, mais celle-là, elle en perd. Non, elle n'en perd pas spécialement. On aurait pu continuer. Mais trop de problèmes de personnel. Et dernière, on a notre responsable qui voulait prendre une semaine de vacances le 15 août. Et on lui a dit non, c'est mis en maladie. Et puis le magasin était fermé pendant une semaine. Et pour nous, c'est insupportable. Ouais. Donc on doit sécuriser ça. On ne peut pas avoir ouvert, pas ouvert. Parce que c'est quoi ? C'est plus des gens que tu connais, des hommes de main pour Royan, La Rochelle ? Royan, c'est ma femme. Ça aide ? Moi, je suis sûr. Et puis, on a 2 très bonnes responsables aussi à l'île d'Oléron qui sont là depuis longtemps et La Rochelle. Et concernant la franchise, tu en es où là-dessus ? On est en train de travailler dessus, mais on est en train de prendre des experts pour nous aider. Parce que c'est un réel métier. On ne se met pas franchiseur comme ça, quoi. Ouais, voilà. ça, c'est clair. Ouais. Donc, autant on maîtrise la grande distribution, la restauration, autant c'est un vrai métier quand même. Il y a beaucoup de charges salariales. Et le problème, c'est de trouver des gens qui tiennent, quoi. C'est l'identification des entrepreneurs, la vraie difficulté pour moi. Ouais. C'est compliqué. Puis le monde de la glace, nous, on met très peu d'air dans nos glaces, donc elles sont un petit peu dures à faire des boules. Et les gens ont mal au poignet très vite. Et en fin de compte, il y en a qui préfèrent arrêter que de continuer, quoi. Il n'y a pas un moyen de... On est en train de travailler dessus pour que les gens arrêtent de se faire mal, quoi, parce qu'on n'est pas là pour faire mal aux gens. Oui. Voilà, donc c'est un vrai sujet chez nous aussi. Tu vois, ça, je ne l'avais pas vu venir. Tu m'as dit en introduction chaotique pour définir ton parcours. Est-ce que tu penses à 2008, justement, dans ce La sauvegarde, oui. Je pense à ma maison que je perds. Je pense bien sûr à la sauvegarde, qui ne m'a pas broyé, mais c'est mes employés qui m'ont sauvé. En fin de compte, le mardi, je suis en sauvegarde. J'ai vu comment fonctionnaient les banques. Je pense que je les connais très bien maintenant.
Donc, faut pas compter à grand-chose quand ça va mal. Il y a deux choses qui me marquent beaucoup de mon expérience, c'est que la force d'une entreprise, c'est d'avoir le temps. C'est vraiment réellement une force, de pas aller trop vite. Moi, je posais souvent les plâtres, je promets à faire des choses. Et ça m'impressionne beaucoup d'avoir le temps. Et puis la trésorerie, on peut avoir un très bon ou un très mauvais bilan, il faut de la trésor. Parce que même si vous avez un bon bilan dans les glaces, les banques, s'il suffit qu'au national, ils disent il y a 4-5 dépôts de bilan de glacis, ils vont dire on arrête les glaces. Vous n'aurez pas de trésorerie. Donc nous, on a une trésorerie qui est excédentaire, mais vraiment excédentaire. En fin de compte, j'ai toujours géré en bon père de famille et 50% de notre chiffre d'affaires, on l'a en trésorerie. Ah oui. Ah oui. Bon, on est noté au plus haut niveau Banque de France. Voilà. Mais je ne prends pas de dividendes, je ne me suis pas augmenté depuis 15 ans. Enfin, je gère en bon père de famille, oui. Pour moi, c'est plus qu'important. Et quand on investit, ne serait-ce qu'on a un investissement à faire dans 2 ans de 5 millions, on a au moins 2 fois sur nos comptes la somme. Ok. Voilà, donc pour moi, ça m'a appris ces choses-là. Donc cet échec, cette souffrance que j'ai eue a été très bénéfique pour moi. On apprend de ses erreurs. Et puis la deuxième chose, le mardi, je suis en sauvegarde. Le jeudi, les délégués du personnel viennent me voir. Ils me disent demain, on va tous manger ensemble au restaurant et c'est nous qui payons votre repas à vous, à votre femme. Enfin, c'était fou. J'en ai encore de l'émotion. C'est eux qui m'ont sauvé. Qu'est-ce qui a généré cette situation ? Une banque qui a eu peur par des crédits de campagne, qui a retiré son crédit de campagne. Ils ont envoyé une L60, 60 jours pour rembourser. Ils se sont payés 10 jours après. Le tribunal n'a rien dit. Et en fin de compte, les autres ont eu peur, ils sont sortis. Et ils m'appelaient les uns après les autres. Et je me souviens, un banquier me dit « Monsieur Lavaux, je suis désolé, on se retire. » Bah non. Il me dit « Bah si. » Bah je lui dis non. Bah il me dit « Si, vous comprenez pas, on va vous envoyer une lettre. » Non, je suis en sauvegarde. Et là, le banquier me dit « Ah merde. » Ah oui. Voilà. Ils étaient tous en train de me la faire à l'envers. Mais c'est quoi ? C'est que tu finançais ton BFR sur du court terme Oui, pour le crédit de campagne, pour faire la production en début d'année, il faut de la trésorerie. Avant de démarrer, de livrer le premier bac. Oui, parce que tu étais GMS, donc en plus, c'est toi qui portais les stocks pour tout le monde. Enfin, oui, toi, tu avais un BFR de malade. Il me fallait 1,2 million, quoi. Pour un chiffre d'affaires, même pas 3 millions. Donc, voilà. C'est où j'ai appris la trésorerie était importante. Et comment tu as fait Alors, premièrement, comment tu es sorti de cette situation ? Je suis sorti très vite. Au bout de 3 ans, on est sorti. On a serré. Et puis, alors autant j'ai eu quelques fournisseurs qui nous ont suivis, pas d'autres. Ça, c'est chacun son choix. Et puis, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai appelé la centrale d'achat Leclerc au mois de janvier. Ils faisaient 132 000 euros. On faisait 132 000 euros de chiffre d'affaires avec eux à l'année. Et j'aurais demandé une commande de 100 000 euros. Donc ils m'ont dit, envoyez-la. Et quand j'envoie la commande de 100 000 euros, la proposition que je leur fais moins 10%. Et là, ils me la renvoient, ils retirent les moins 10 et ils passent la commande. Et 15 jours après, ils me disent, Monsieur Lavaux, est-ce que vous voulez une deuxième commande ou ça va aller ? Ils étaient prêts à acheter plus cher, plus de marchandises qu'ils vendaient en une année. Voilà, et j'ai un profond respect pour ces gens-là. C'est mes clients qui m'ont sauvé. Mes employés et mes clients. Et quelques fournisseurs, il ne faut pas que je les oublie non plus. Nitri de Pompli qui m'a suivi pour le beurre, enfin, il y a eu... Ils m'ont fait confiance, j'ai dit que je les paierais, et je les ai payés, j'ai payé tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à générer autant de trésorerie ? Parce que la boîte est en belle croissance, on va pas se le cacher. Tu as toujours cet aspect BFR. Finalement, comment tu as réussi à inverser la tendance de trésorerie ? Des progressions en 10 ans, on a fait plus 6 en chiffre d'affaires. On passe de 3 millions x 6, vous voyez ce que ça peut faire. Et puis, tous les résultats, on les garde. Tous les ans, donc je sais pas, c'est peut-être que tu étais trop petit par rapport à ton outil industriel, c'est pour ça. Oui, pas dégagé assez de. Oui, en fin de compte, même aujourd'hui, l'outil est pas, il tourne qu'à 30% de sa possibilité. Ah ouais. Oui, mais on n'a pas. Ça, c'est à cause de la saisonnalité, c'est que tu résumes. Non, si aujourd'hui on va avoisiner, on va dépasser les 20 millions, l'outil peut faire 60 millions facilement. Parce qu'on travaille qu'en 1,8, on pourrait travailler en 3,8, on pourrait travailler le week-end, Mais le problème qu'on a, c'est que ça va être difficile de faire x2, on a le temps. Mais comme je dis à mes filles et aux employés, je dis faut pas dépasser les 30 millions d'euros. Il faut rester à 30. Pourquoi ? Parce qu'après, on ne trouvera pas les matières premières de qualité. Notre frein, nous, c'est les matières premières. Trouver les bonnes fraises, les bonnes framboises, les bonnes gousses de vanille. Donc, c'est ça notre frein. Donc, c'est comment on vend notre production mieux. Et comment on sécurise, parce qu'aujourd'hui on est à 94% en grande surface. Donc là, c'est en train de diminuer rapidement avec France Frais, le groupe qui nous distribue dans les restaurants. Et puis on a de l'export qui vient de démarrer, Taïwan, on a l'Éthiopie qui vient de démarrer, on a la Suisse qui nous veut. Donc voilà, comment on va faire pour bien équilibrer notre chiffre d'affaires. Et puis les franchises où on peut aussi valoriser. Ok. Donc moi, je fais des projections à 10 ans. Je vois pas 1 an ou 2
quand je fais des projections. C'est-à-dire que si je dis je vais être à l'export dans 10 ans, s'il y a une opportunité au bout de 2 ans, on la prend. Parce que ça écrit ce qu'on veut à 10 ans. Et tu as structuré volontairement ton outil pour monter à 60 millions en te disant on le mettra jamais à 100%? Ou c'était l'opportunité qui faisait... Non, c'est... nous, on a une réputation, c'est qu'on fait aucune rupture. Donc, il n'y a pas un fraiseur qui fait la glace, il y en a 5. Il y en a 2 qui tournent tous les jours, mais il y a les 3 autres qui attendent s'il y a une panne. Tout est pensé pour que... Voilà, et puis il y a beaucoup de gestes humains pour la préparation, pour les mix, quand on reçoit les fruits à traiter. Enfin, il y a beaucoup de préparation. Ouais. Je saisis cette opportunité parce que quand on s'est appelé pour préparer cette interview, tu me disais qu'aujourd'hui, une de tes problématiques, c'est également la gestion dans le futur avec le dérèglement climatique des matières premières, notamment la vanille. Oui, on a un vrai souci. Alors, la vanille, on a fait une comparaison, c'est sympa que les gens puissent l'entendre. Il y a des gens en Bretagne qui ont fait pousser de la vanille. Et on a fait des tests avec leur vanille, parce qu'on a voulu tester avec plusieurs vanilles, ils ont fini 2e. Donc ça veut dire qu'en Bretagne, ils font de la super vanille. En milieu naturel ou en serre? En serre. Donc ça parle quand même. Je sais qu'il y a des gens dans le sud qui font pousser aussi des mangues, des choses comme ça. Donc en fin de compte, je pense pas qu'on manquera de fruits, de matières premières, mais géopolitiquement, ça va bouger. Voilà. C'est-à-dire qu'on produira peut-être des mangues en Inde. Ça sera peut-être l'Afrique, enfin voilà. Enfin en Afrique, ils en ont déjà de la mangue. Ouais, mais ça peut avoir un intérêt pour toi de favoriser le producteur de vanille breton, par exemple, parce que demain, lui, il pourra produire, peut-être là où Madagascar aura plus de problématiques. Ah, mais de toute façon, notre priorité, c'est d'acheter au plus proche. Donc, si on ne trouve pas, on va acheter plus loin. Mais on regarde toujours autour de nous ce qu'on peut acheter. Oui. Ça, c'est notre philosophie, quoi. Le lait, le beurre, il y a plein de choses. Le caramel, tout ça, on achète le plus proche, Nouvelle-Aquitaine. Il y a un podcast que j'ai fait avec Jérôme Forest, c'est l'épisode 4, qui était un retourneur d'entreprise qui a racheté une boîte in bonis. Et on parlait du changement de paradigme entre être salarié dans une boîte qui part en cacahuète versus être propriétaire d'une boîte en bonne santé. Lui, il disait, dans sa méthodologie de retournement d'entreprise, parce que c'était son métier, et tu as 3 périodes de 18 mois. La première période, c'est de l'observation, c'est voir comment ça fonctionne. Une deuxième période, c'est agir fort et vite. Et troisième période, c'est stabiliser entre le fait d'agir très fort et de rééquilibrer les forces, on va dire. De rééquilibrer les forces. Est-ce que toi, tu as suivi un plan comme celui-ci ou est-ce que ça s'est fait plus naturellement? Comment est-ce que tu as fonctionné? Quand tu me le dis, j'ai l'impression que j'ai fait la même chose sans le savoir, mais moi, c'est pas 18 mois. C'était 8 ans. C'était plutôt ça. J'ai vu, après j'ai bougé, et après j'ai fait les éléments à agrandir l'entreprise, mettre des outils d'autres technologies, hein. Et puis après, non, mais c'est sûr. Et là, on a sécurisé. Mais je l'ai pas fait en 18 mois, moi. Je n'ai pas cette faculté à faire ça. Tu parles de 8 ans. 8 ans plus tard, tu as apporté tes titres dans une holding. Donc tu es passé de dépôt de bilan à avoir une société valorisée plusieurs millions d'euros. Et ne serait-ce que 4 ans plus tard, tu as multiplié par 7 cette valorisation. Donc c'est que le business se portait bien. Comment est-ce que tu as réussi à aussi vite retourner la situation? Alors on a eu des périodes, c'est 2014 qui est une période je dirais cruciale. C'est là où on a eu quand même, on est passé à M6, à Capital, on est passé sur la 2, on est passé sur la 3, sur la 5. Et là, les acheteurs, les chefs de rayon, quand ils ont vu autant d'émissions, ils ont dit qu'il faut qu'on ait ces produits dans le magasin. Et c'est là où on a eu des référencements beaucoup plus forts. Où après est rentré Intermarché, et c'est là où ça a pris. C'était à ta demande, ces interviews, ou c'est eux qui sont venus à toi? C'est eux qui sont venus, j'ai jamais rien demandé. Ces gens viennent, s'ils ont envie. Là, on a Télématin la semaine prochaine, j'ai rien demandé. Ils viennent tourner et on est content. Peut-être qu'on raconte, on a plusieurs sujets qui peuvent intéresser les gens, c'est que de rien, on peut faire quelque chose, que une belle entreprise française, ça peut donner espoir aux jeunes de faire quelque chose, que tout est possible. Voilà, moi je dis toujours, tout est possible, pas tout seul. Je pense que tout est possible à plusieurs. Enfin, une entreprise, c'est une équipe. Voilà. Puis moi tout seul, je pense que je ferais pas grand-chose. On va parler un petit peu de la transmission intrafamiliale, parce que c'est un peu l'objectif. Vrai sujet. Gros sujet. Gros sujet. Très gros sujet. En 2020, tu décides de faire entrer 2 investisseurs à ton capital, la BPI et Unigrain. J'imagine que tu avais déjà réfléchi en amont à l'ouverture du capital et pour pouvoir faire monter tes filles, en fait, techniquement. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces 2 investisseurs-là et comment est-ce que le cheminement s'est fait dans ta tête? Alors, vraiment, les faire entrer BPI, c'est des gens que j'adore, qui ont des solutions à des problématiques. Là, on veut faire de l'export, ils nous ont fait un chèque export. Ils nous donnent les moyens de nos ambitions.
Et Unigrain, c'est parce que je les avais vus dans une autre vie. Le monsieur qui nous avait suivis avant a changé, a été chez Unigrain, et j'avais une profonde respect et confiance surtout en lui, et j'avais envie de faire un cash out pour moi, pour me sécuriser, parce que je n'ai pas un gros salaire. Donc moi, ma retraite, elle va être à 3008. Bon, voilà. Quand je vois ce que je cotise, ça me fout un peu en l'air, quoi. Hein, c'est le moral, on se dit, bon, bah, il soit acteur. Donc j'ai voulu sécuriser, voilà. Donc j'ai sécurisé, maintenant j'ai une maison qui est payée, voilà. C'était le sujet. Et après, pourquoi les avoir fait rentrer? Parce que j'avais des ambitions. On regarde, quand ils sont rentrés aujourd'hui, la boîte n'est plus du tout la même. Ça a transformé sûrement nous tous à avoir On avait des projets, mais de pouvoir les faire, de pouvoir aller plus vite, plus fort. Et là, on est en train de regarder pour qu'ils sortent ou qu'ils restent dans 2 ans, hein, parce que c'est le sujet. Mais moi, j'ai la trésorerie pour les sortir. Donc, je vais avoir cette liberté de ne pas faire rentrer quelqu'un d'autre pour les rembourser, quoi. Pour que tout le monde puisse bien comprendre, donc tu as fait racheter tes parts, une partie de tes parts, 10%. 10% par les fonds d'investissement. Donc toi, tu as touché l'argent à titre personnel et tu as vendu un bout de ta boîte pour pouvoir faire ce qu'on appelle un cash out, donc prendre l'argent à titre perso. Est-ce qu'il y a eu de l'injection de ce qu'on appelle le new money, alors j'aime pas les anglicismes, mais d'argent frais au sein de la société également pour financer ton développement ou même pas? Bah, il y a eu ceux qui ont payé le cash out, c'est les banques qui ont mis 1 million. Okay. Voilà, et la boîte a remboursé, elle est presque en fin d'avoir payé mon cash out. Okay. Voilà. Est-ce que ces fonds-là ont été moteurs également dans un redynamisme de l'entreprise? BPI, absolument. Unigrain, beaucoup moins. Tiens, donc j'aurais dit l'inverse, tu vois. Bah ouais. Pourquoi BPI a été moteur? Ils nous ont fait 360 degrés. Donc, alors 360 degrés, c'est 360, c'est quelque chose qu'ils font pas payer, mais qui fait un point sur l'entreprise. Il y a un expert qui vient, qui interroge beaucoup de personnes sur des sujets bien sûr validés en amont et qui nous font une cartographie de la société où elle en est. Et quand ils l'ont fait, ça m'a fait avancer. Et là, ils viennent de le refaire parce que j'ai un vrai sujet dans la transmission à mes filles qui est beaucoup plus proche, hein, parce que j'ai 62 ans. Donc maintenant, on se pose la question. Donc j'ai transmis en même temps 12,5% à chacune de mes filles. Donc, mais il y a une partie qui se paye, donc il me fallait du cash-out. Moi, je n'avais pas d'argent. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui a 200 000 balles sur son compte. Hein. Donc je ne suis pas dans ce sujet-là. Je n'ai pas d'argent de côté. Donc voilà, j'ai une maison qui est payée. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc c'était le sujet, c'est comment, avec la loi du trail, on peut améliorer. Et puis on se rend compte que là, on est un peu bloqué. Pourquoi ? Parce que je vais alors rétrocéder encore 10%, mais après, à 62 ans, je ne pourrais pas faire plus. Et si je viens à décéder aujourd'hui, le cancer m'a appris aussi à voir s'il m'arrive un pépin violent. Qu'est-ce qui se passe ? Mes filles devront donner 14 millions à l'État. Donc elles vendront la boîte. Donc dans ce sujet, comment fait-on ? Et j'ai alerté une ministre, puis le président de la CPME. C'est quand même terrible, en France, on veut des entreprises françaises, un savoir-faire français, et quand on veut transmettre, il faut payer. Même si je transmettais à mes filles gratuitement, il faudrait qu'elles payent. Alors que dans les pays, on regarde en Allemagne, il y a beaucoup de pays dans le monde, ça n'existe pas, on transmet à la famille, il n'y a pas d'enrichissement personnel, et on a des grosses entreprises familiales industrielles en Allemagne qu'on n'aura jamais en France. Voilà. Non, mais on peut en dire plein d'entreprises. Non, mais toutes les grosses boîtes qu'on voit, il y a encore la famille au capital. Voilà. Donc ils veulent tout de suite le chèque, alors que si ça continue, ils auront les impôts qui vont être payés tout au long des années, et il vaut mieux avoir 2 millions d'impôts tous les ans, pendant 20 ans, qu'un one-shot, et puis après ça va être un gros groupe étranger qui va acheter, et tous les flux vont partir, ils ne feront pas autant de profit, parce qu'ils vont tout tirer avant, et voilà. Et je trouve que c'est vraiment voir le bout de son nez, quoi. Le problème qu'on a en France, c'est que nos gouvernements ont toujours 5 ans, et on ne peut rien produire, parce que ceux qui arrivent, ils cassent ce qui a été fait avant. Donc on n'en s'en sort pas. Les pays qui fonctionnent, je dirais bien, c'est les produits... Alors, malheureusement, les dictateurs, qui eux savent qu'il n'y a pas d'élection, ils font des projets à 100 ans, les Chinois. Ils ont le temps. Nous, il faut aller vite, et on fait mal. Donc, voilà. Alors, ils ont un président à vie pour l'instant, mais... Ouais, pour l'instant. Démocratiquement, c'est peut-être pas un exemple. Non, je dis que c'est pas l'exemple, mais sur la vision, ce qui est le modèle qu'ils donnent, ce qu'ils ont envie de faire, ils ont le temps de le faire. Alors qu'en France, dans 5 ans, ça peut être détruit. Parce que regarde la nouvelle route de la soie. Ouais. C'est un projet sur 100 ou 120 ans. Ouais, voilà. Ils ont le temps. Tu l'as dit, tu cherches à transmettre à tes filles. C'était quoi la motivation derrière ? C'est que tu voulais que ça reste au sein de la famille, ou plutôt tu ne voulais pas que ça parte chez un tierce ? Là-dessus, je n'ai pas de sujet. L'autre jour, j'ai dit à mes filles, je vous aime. Vous n'avez aucune pression de reprendre la boîte. Vous avez le droit d'écrire votre vie, avec la boîte ou sans la boîte. Donc là, on a un vrai sujet. Demain, on va déjeuner dans un très bon restaurant, au calme, pour discuter ce qu'on parle depuis 5 ans. Et que chacun, tranquillement, puisse dire ce qu'il a envie, ou surtout ce qu'il n'a pas envie. Je pense que Sarah, qui est DG, c'est lourd de reprendre cette boîte, quand même, parce qu'elle a 28 ans. Hein. Quand elle me dit, toi, tu as passé toutes les étapes, tu as tout connu. Moi, je prends le truc qui est quand même un peu monstrueux, à 28 ans.
Mais pas seul, parce que tu es toujours là. Ouais, pas seul. Moi, j'ai dit, je pars pas tout de suite. J'ai le temps. Moi, je pense qu'il y a encore. Je leur ai dit que je faisais encore 5 ans pour mettre une date. Et puis après, je serai dans le conseil d'administration. Je serai là s'il y a besoin. Mais après, quand on n'est plus dans le business, on n'a plus les réseaux du business. Hein. Donc, si on imagine que je viens qu'une journée par semaine, j'aurai plus le réseau que j'ai. Donc, c'est elle qui va se créer son réseau. Voilà. Puis Angélique aussi, qui se positionne, qu'est-ce qu'elle veut de sa vie. Voilà. Donc, ils n'ont aucune pression de reprendre ou pas reprendre. Puis, on a un sujet chez nous, c'est on se l'est jamais dit, mais quand on se voit en dehors, on parle jamais boulot. Pourtant, c'est bien ça. Mais je sais pas, on n'a pas besoin de se le dire, on n'en parle pas. Alors, il y a les petits-enfants, moi, qui me prennent beaucoup de temps, donc je préfère être avec mes petits-enfants que parler boulot. Mais on n'en parle pas, c'est pas un sujet. C'est bizarre. J'en parlais l'autre jour avec ma femme, et ils sont venus encore, et on n'a pas parlé boulot. On n'a pas de besoin. Bon, on se voit tous les jours au boulot, donc... oui. Ouais. Si, imaginons demain, elles te disent, finalement, c'est trop gros, il y a un refus d'obstacle, comment... Non, on vend. Ok. Non, je dis, si vous voulez vendre, on vend. Ok. S'il y en a une qui veut sortir et l'autre va rester, on fait. Chacun fait son choix personnel. Moi, je suis complètement libre de continuer ou de vendre. J'ai vécu ma vie qui était une vie extraordinaire. C'est bon, j'ai adoré. Donc voilà, si elles veulent continuer, ça va le faire d'autres choses, à fond d'autres choses. Moi, ça me perturbe aucunement. J'ai pas envie qu'elles reprennent si elles n'ont pas envie. Ça serait plus terrible. Voilà, donc je préfère qu'on se dise des choses. On s'est déjà dit, il y a déjà, je vois bien, il y a des choses qui arrivent. Comment elles pensent, mais il faut leur laisser le temps. Elles ont 28 et 31 ans. Elles sont Angélique, il y a son nom qui est dedans. Enfin, c'est pas... pas anodin. Ouais. Il faut pas vendre et que ça soit un deuil. Hein. C'est l'éternel sujet. Alors, je vais ouvrir une parenthèse personnelle, mais quand on a réfléchi à vendre la société familiale, quand mon père a pris la décision un soir, on en a discuté, j'en ai pas dormi de la nuit en me disant, mais je vais regretter. C'est sûr, je vais regretter. Bon, après, l'eau coule sous les ponts, tu réfléchis un petit peu et tu te dis, bon, finalement, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en Nord-Charente, faire un projet industriel, alors que je suis pas industriel pour un sou. Voilà, après tu réfléchis en te disant, mais non, j'ai tiré la couette par peur de manquer quelque chose. Mais au final, je suis très heureux dans mon projet, il est très heureux dans le sien. Et voilà. Mais, il faisait quoi, ton père ? Il était plasturgiste en Nord-Charente. Et voilà, tu as ce sujet-là de te dire, c'est sûr, je vais regretter. Alors en fait, non. Moi, je suis très heureux dans mon métier. Et c'était pas mon projet, c'était le sien. Et tout simplement. Et voilà. Oui, il n'y a pas besoin qu'un projet, faut que tu obliges tes enfants à reprendre. Et je pense qu'elles ont un petit peu pensé que je les ai obligés, elles me l'ont dit, que je les ai obligés à travailler dans la société. C'est ce qu'elles m'ont reproché le plus. C'est-à-dire que je ne les ai pas laissés vivre leur vie. Et Sarah me disait, mais moi, je voulais continuer mes études. Et tu m'empêchais de continuer. Et moi, je lui dis, mais non. Elle me dit, si. Et je m'en suis pas aperçu, je pense qu'elle a raison. C'est quoi ? C'est à la fin de son master, tu lui as dit, viens par là ? Ouais. C'est parti. Tout ton apprentissage ici, puis et puis tu viens. Ah ouais, la porte de l'apprentissage. Ouais, elles sont rentrées toutes les deux comme ça. Ok. Voilà, mais moi c'était simplement pour, si ça leur plaisait, elles pouvaient continuer, ou si ça leur plaisait pas, elles partaient. En fin de compte, elles se sont senties qu'elles étaient obligées de rester après. Une entreprise, il y a toujours des nouveaux projets, il y a toujours des nouvelles choses, donc forcément tu peux... Tu l'as dit toi-même, hein, tu as fait une rupture chez Nestlé, c'est parce qu'ils avaient des ambitions, des projets pour toi, et tu as fait une rupture. Et le fait de leur donner 12,5% du capital chacune, c'était pour les inciter à reprendre, ou c'était en disant, au moins, elles seront à l'abri, elles auront un toit au-dessus de la tête. Voilà, c'était pour les sécuriser, oui. Ok. Ta principale motivation à avoir fait rentrer tes filles dans la société et à leur mettre le pied à l'étrier, c'était laquelle ? Qu'elles rentrent dans une entreprise saine, de par pas toujours financière, mais au moins elles ont connu les difficultés, mais qu'elles comprennent qu'elles pouvaient apprendre beaucoup de choses, elles étaient libres comme les autres employés à pouvoir bouger, d'être formées, de changer de métier. Il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui changent de poste, qui évoluent, et Sarah l'a fait aussi parce qu'elle a été RH, elle a fait aussi finance dans la boîte, elle a fait achat, elle a été sur l'opérationnel, production, et maintenant elle est DG, donc... Elle a beaucoup envie d'apprendre, donc elle apprend vite. C'est vraiment une chef d'entreprise. Et Angélique, elle, c'est la perle qui vous crée un truc en une nuit. Vous savez pas d'où ça vient, mais c'est... Voilà. C'est la créative. C'est la créative, c'est impressionnant. Sauf qu'elle fait toujours au dernier moment. C'est les créateurs. Ils me font bouillir parce que vous dites, dans un mois, il me faut ça, et elle vous le fera la dernière nuit. Ouais. Voilà, dans l'obligation et dans le stress. Comment tu gères d'ailleurs cette relation à la fois managériale et patron-salarié entre papa et fille ?
Parce que c'est un grand sujet quand même, le travail intrafamilial. Ouais, alors depuis très longtemps, elle m'appelle Denis, elle m'appelle plus papa. Ça doit faire drôle, ça. Ouais, mais en fin de compte, quand je suis un hyperactif et quand on était à la maison, elle me parlait, elle me disait papa, je répondais pas, donc elle disait Denis et je disais quoi? Donc ils ont dit bon, on a compris, il faut l'appeler Denis, comme ça il se réveille quand on lui parle. Donc elle m'appelle toujours Denis. Voilà, Ok. donc, ouais, voilà, c'est une anecdote. Mais... Par exemple, je sais pas, il faut une connerie. Comment est-ce que tu arrives? Est-ce que c'est un salarié que tu expliques ce qu'il a mal fait, ou est-ce que c'est une de tes filles qui plus est salariée? Est-ce que tu as fait une rupture totale entre l'aspect famille et l'aspect salarié? Ouais, totalement. C'est là où elles peuvent dire que je suis dur, mais elles sont pas payées le même salaire, elles n'ont pas la même fonction. Non, je suis dur. Je veux que... Alors après, je deviens beaucoup moins dur parce que elles en ont pris plein la gueule. Oui. J'ai voulu tellement qu'elles réussissent, peut-être bêtement, j'ai été un peu plus dur. Oui. Mais je me cache pas quand il y a un truc qui va pas de leur dire comme un salarié. Quoi. Pour moi, je suis dans la boîte, c'est des salariés. Comme moi, je suis un salarié. Tout le monde est salarié. Mais le droit à l'erreur existe ici. On n'a pas le droit de la faire 2 fois la même erreur. Voilà. Mais le droit à l'erreur, tout le monde en fait, j'en fais encore, donc tout est acceptable. Oh, il y en a j'en ai eu des lourdes, hein, où on répond pas à une centrale, on perd 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Oui. Ça, c'est une erreur. Mais elle n'a pas été sanctionnée. Et est-ce qu'il y a eu des points de rupture, des points particulièrement difficiles, ou à l'inverse d'ailleurs, particulièrement quelque chose qui a pu se faire parce que justement c'était une de tes filles, ou pas forcément? Oui, je fais des choses pour recruter autour d'elle les meilleurs. On a vraiment des pointures. Depuis 2 ans, là, on a... Et non, j'ai pas de... Mes filles, je connais leur plus et leur moins. Je sais qu'un humain, c'est 2 cercles, et il y en a un qui est mauvais et l'autre qui est bon. J'ai appris à accélérer sur le bon en disant ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Et j'ai pas fait la facilité de dire ouais, c'est pas bien ce que tu fais, parce qu'on détruit les gens. Et je pense que quand on fait beaucoup de compliments où les gens sont forts, on voit beaucoup moins les défauts après. Donc j'ai ce style de management d'aller chercher le positif des gens et pas le négatif, parce que le négatif, on croit qu'on s'enrichit soi-même à penser que la personne est plus nulle que nous. Mais en fin de compte, on se met en difficulté parce qu'il faut rendre la personne plus forte que nous. Et comment est-ce que tu arrives à te mettre suffisamment en retrait pour qu'elles soient autonomes dans leurs choix et pas trop influencées? Là, je dirais que... Pas simple. Non, elles vont dire que c'est moi qui tranche. Sarah, j'aimerais qu'elle tranche plus, mais elle vient toujours me voir. Parce qu'elle a besoin de se sécuriser, qu'elle prenne la bonne décision. Alors bien sûr, je n'oublie pas de lui dire, toi, tu ferais quoi? Elle a toujours la bonne réponse. Voilà, mais elle a besoin encore de... Ouais, elle me disait l'autre jour, oui, quand tu seras pas là, ça va être compliqué, mais je serai là longtemps encore, et après tu prendras tes décisions. Ouais, elle me dit, là je suis DG, je vais prendre ton poste, et je pourrais pas faire les deux. Maintenant, si tu prends mon poste, tu vas avoir un DG. Enfin, voilà, donc elle s'inquiète de tout ça, quoi. Je vois qu'elle réfléchit sur le poids qu'elle va avoir au poste de président, quoi. Tu penses, sans trop rentrer dans le détail, qu'il y a une crise de légitimité, ou c'est juste une inquiétude par rapport à une situation future qu'elle ne maîtrise pas? Je pense qu'elle maîtrise. Depuis 5 ans, elle fait les négos avec moi. Là, elle vient de finir avec Leclerc la négo toute seule. Non, là, elle est prête. Elle est prête, mais c'est une maman qui vient d'être encore maman, avec un petit qui a 8 mois, donc elle doit s'occuper de ses enfants. C'est ça, je suis une entreprise femme, et elle se débrouille très très bien. Oui. Donc, non, elle est légitime à son poste. Et elle est dans le 360 degrés qui a été fait, tout le monde a dit qu'elle était très légitime. Il leur a été demandé aux employés qu'est-ce que sera après Denis, quoi. Ils ont dit, mais on a Sarah. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Ouais. Ça. Et justement, ça a été la question d'après, mais est-ce que... Alors, elle est prête? Est-ce que toi, tu es prêt à devenir un peu plus spectateur? Alors moi, oui, de plus en plus. En fin de compte, j'ai pas de hobby hormis mon boulot. Donc ça, c'est une vraie problématique pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je serai plus là, la flamme va s'arrêter. Donc j'essaie de trouver des passions. Donc là, je suis en train de commencer à pêcher sur la plage. Faut que je trouve des trucs. Je suis un hyperactif, donc ça suffira pas. Tu crois que la pêche, c'est bien pour un hyperactif? Ouais, parce qu'on peut parler sur la plage. Il y a toujours quelqu'un qui vient discuter. C'est sympa. Et puis je fais 2 heures de pêche, je repars. Voilà. Il y a 1 heure de préparation. Bon, voilà, ça me... Je sais pas si ça va durer longtemps. Mes filles me disent que non. Faut que je trouve d'autres choses, mais... Enfin, je sais pas. Donc, faut que je me trouve le truc pour les libérer de ma présence. Mais c'est à moi de faire le travail, là. Alors, tu as la pêche pour t'y préparer, mais d'un point de vue professionnel, comment est-ce que tu t'y prépares aujourd'hui? Tu t'es dit, là, je vais laisser Sarah négocier directement avec Leclerc, et comme ça, je me mets en retrait? Ouais. C'est toi qui étais à cette initiative? Oui. Bon, après, il y a des garde-fous, parce que je connais les patrons de Leclerc, d'Inter, donc on peut s'appeler s'il y a un clash.
Mais Sarah m'a toujours vu négocier sans clash, voilà. Donc à son affaire, c'est toujours les négos, c'est des compromis. Ça ne vit que de compromis, voilà. Donc il n'y a pas besoin de hurler, de s'engueuler. Enfin moi, je suis pas fait comme ça, quoi. Et puis j'ai quand même le projet. Parce que l'autre jour, je regardais les camping-cars et Sarah dit ça y est, il achète le camping-car. C'est pas anodin. Quand je regarde un truc, c'est généralement. Ouais. C'est des renseignements avisés. Ouais, voilà. Il suffit de regarder ce que je regarde. Et en fin de compte, oui, je suis si j'avais plus ma boîte, je serais chauffeur poids lourd parce que j'aime que ça bouge tout le temps. Là, j'ai besoin que ça bouge. Et j'ai déjà eu un camping-car, j'en fais depuis très longtemps. Et j'aimerais bien faire les pays d'Europe, voilà, partir. Et ça pourrait me libérer de ne pas être là. Parce que je serais occupé à faire d'autres choses. Et quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui a en tête de travailler avec ses enfants ? C'est magique, mais ça peut être terrible aussi parce que les enfants, des fois, je pense que Angélique a suivi par obligation et pas par volonté. Donc, si c'est naturel, oui. Si c'est un peu forcé, parce que j'ai le sentiment que j'ai forcé mes filles d'après ce qu'elles m'ont dit, parce que jamais j'aurais voulu. Faut être sûr que les enfants aient vraiment envie. Maintenant, comme disent mes deux filles, elles se l'ont dit en face à face, gentiment, elles ont dit « mais moi, j'ai pas envie de travailler avec toi ». Et l'autre a dit « moi non plus ». Entre elles ? Oui. Ah oui. Mais c'est là où j'ai dit « mais est-ce que j'aurais voulu travailler avec mes deux frères ?» Non. C'est la question qu'il faut se poser. Ouais, donc, je suis en train de me la poser, j'ai la réponse. Voilà. Eh ben, faut que l'entrepreneur, s'il veut mettre ses enfants dedans, faut déjà qu'il se pose la question, les enfants, est-ce qu'on veut travailler ensemble ? Est-ce qu'on, voilà. S'ils disent non, faut pas y aller. Et du coup, c'est quoi si tu pouvais faire la chose différemment, c'est quoi ? C'est les laisser, tu vois, moi, par exemple, mon père, il m'a dit, je te laisse faire les conneries chez les autres, comme ça, une fois que tu seras bien formé, tu pourras revenir. Ce qui est plutôt une bonne stratégie, je pense. On en fait quand même quand on revient, mais bon. On en fait quand même quand on revient, sauf que moi, le problème, c'est que j'ai trouvé un métier qui m'a passionné, et du coup, je suis pas revenu. Donc, c'est le sujet aussi. Mais est-ce que finalement, c'est pas ça, si tu avais pu faire les choses différemment, est-ce que tu les aurais pas fait partir, faire leur apprentissage ailleurs ? Si, j'aurais dû. J'aurais dû les laisser ailleurs, faire ailleurs, oui. Alors Sarah, j'aurais dû la laisser faire toutes les grandes écoles qu'elle voulait, parce qu'elle était toujours majeure de sa promo, et elle aimait apprendre. Et Angélique, j'aurais dû la laisser ailleurs, qu'elle comprenne des choses que j'ai pas su lui dire. Mais un jour, Angélique, elle venait au travail, mais elle venait plutôt à 10h, et puis elle partait à 16h, quoi. Et je l'ai convoquée dans mon bureau, je dis, Angélique, bon écoute, t'es licenciée. Dis comment ça, je dis t'arrives quand tu veux, t'as pas d'horaire vis-à-vis des autres, c'est pas possible. Et puis toi, ton travail, tu rends pas le travail qu'il nous faut, c'est toujours trop long. Et elle se lève en pleurs, elle me dit mais je vais faire quoi ? Je dis débrouille, tu feras comme les autres, tu vas chercher du boulot. Et puis elle ouvre la porte et je lui dis attends, j'ai peut-être une idée. Elle me dit quoi ? Tu vas en production pendant 6 mois à 5h le matin. Elle était en production. Voilà, et ça m'a fait un mal terrible, mais ça lui a fait un bien énorme. Voilà, qu'il y ait des horaires, qu'on fait pas ce qu'on veut, qu'on papillonne pas, c'est faut bosser. Donc elle a eu cette expérience. Et un jour, elle m'a dit, mais pourquoi Sarah, tu lui as pas fait ? Parce que Sarah, elle est à 7h, à 19h, elle est encore là, donc je n'ai pas besoin. Voilà, c'est l'image un petit peu de... Moi, j'ai tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, j'ai travaillé à la prod dans l'usine. Et... Alors, ça a forcément influencé aussi ma façon de travailler, je pense. Oui, moi, mes filles, à 8 ans, elles travaillaient. Hein. Je n'ai jamais donné d'argent à mes filles sans travail. Hein. Donc une fois, Sarah vient travailler, elle avait 8 ans. Et elle va derrière en production et... elle était à la fin de la ligne et il y avait un monsieur qui était au début. Et elle vient me voir, elle me dit « Papa, tu veux pas que je sois au début parce qu'il va passer vite à mettre les produits sur le tapis, puis ça fait qu'on attend. » Moi, je dis « Vas-y. » Elle a 8 ans. Hein. Et puis je lui donne, je retire de l'argent, puis je sais pas pourquoi, je lui donne 120 €. Elle voulait s'acheter des jouets, elle a rien acheté du tout. Elle a dit que c'était trop dur. Puis elle me dit dans la voiture « Bon, tu m'as donné 120 €. Je pourrais travailler juillet-août à l'entreprise. » J'ai peut-être un petit peu... Elle me dit « Tu me paierais combien ?» Je sais pas, si tu travailles tous les après-midi, 3 heures... Allez, je te donnerai 500 €. Elle me dit, tu te fous de moi ? Tu me donnes 120 € pour 3 heures, et là, tu vas me donner 500 € pour tout un mois. Elle avait 8 ans. Ça annonce un bon directeur général, généralement. Voilà. Elle comptait, oui, elle savait compter. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours entrepreneurial ? Je ne l'apprécierais pas autant si je n'avais pas eu de difficultés. J'ai eu des grosses difficultés, ça m'apprend à apprécier les bons moments. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire aussi bien avec une équipe, de manager une équipe, d'emmener une équipe. Ça, j'y croyais même pas. Mon projet au départ n'était pas du tout celui-là. Mais j'ai quand même cette agilité de suivre ce que veut le consommateur et pas de lui imposer ce qu'il veut pas. Donc je suis très modifiable en fin de compte. Je suis pas têtu sur un sujet. Je suis capable de changer de couleur, il n'y a pas de souci. Si c'est pour que les gens soient heureux, il y a du profit pour nous. Et tout roule. On peut investir, on peut continuer à grandir, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis le caméléon. Et ta plus grosse leçon de vie ? Plus grosse leçon de vie ? C'est pas quand on a beaucoup d'argent qu'on est heureux, c'est ce qu'on fait pour les autres qui nous rend heureux. Je retiens.
Je retiens. J'ai une tante. Quand j'étais dans ma cave, ma tante, donc j'étais à Argenteuil et tous les samedis, elle m'invitait. Elle habitait à côté des Champs-Élysées, place des États-Unis. Elle m'emmenait dans les palaces. Et elle se plaignait tout le temps que le camembert avait augmenté puisqu'elle avait de l'argent qu'elle avait placé. Et je sais pas comment il s'appelle ce syndrome, mais dès qu'on paye quelque chose, c'est un moins. Puisqu'il n'y a rien qui rentre, qui génère par un salaire. Et moi, j'étais le plus heureux parce que j'avais rien. Donc, je pouvais que gagner. Et en fin de compte, je me suis aperçu que d'être très riche n'est pas un bonheur. Parce qu'on n'a plus l'envie. Une fois, Angélique me dit, tu te rends compte, Will Smith, comme il est heureux, il gagne 50 millions d'euros par an. Ah bah oui, mais ces enfants, il faut qu'ils soient gardés pour être enlevés. Toi, il peut pas aller prendre un café parce que tout le monde va l'emmerder. Ouais, mais il peut se payer sa Ferrari. Mais s'il peut se la payer, c'est pas un rêve. On rêve de ce qu'on peut avoir et on travaille pour l'avoir. Si toi, tu as une Fiat Mito, alors, bon non, la Fiat Mito, t'en as rêvé. Ah oui. Et les enfants qui peuvent pas en avoir une, tu penses pas qu'il y en a plein qui aimeraient l'avoir? Eh ben, faut avoir des rêves. Moi, je dis toujours, si t'as plus d'envie, t'es mort. Si je regarde les personnes âgées, et quand ils ont plus envie de manger, on sait qu'ils vont partir. Il y a que l'envie qui nous fait se lever le matin. Donc, il faut avoir de l'envie, et voilà. Mais sans envie, on fait rien. Quel a été le principal moment de stress dans ta carrière? Ça a été le dépôt de bilan ou ça a été un autre moment? Non, stress, le dépôt de bilan, le redressement, ça n'a pas été un stress parce que c'est tous au combat, quoi. Donc là, c'est des moments où il faut tout négocier, on compte les sous tous les jours, toutes les heures. Non, ça n'a pas été... les stress, ça a été sûrement des référencements à avoir ou pas avoir. D'aller en négo et qu'on rate la négo. Je vais un jour avec un jeune que je formais et on va avoir une enseigne et puis tout se passe bien, ils dégustent, les gens des bureaux viennent déguster des glaces, tout, et on s'en va et je lui dis alors à combien de pourcents c'est fait? Il me dit 100%. Je lui dis moi je te dis que c'est 0. Il me dit pourquoi? Ils nous ont pas demandé le franco. S'ils étaient intéressés, ils auraient demandé le franco. On n'a pas eu la commande. Voilà, donc le stress, après je stresse plus, j'ai dû stresser, oui. Ouais, j'ai stressé quand j'étais au tribunal quand même, pour la sauvegarde, oui. Parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé, quoi. Enfin, une certitude qu'on est jugé. C'est les mauvais moments, j'ai voulu me suicider dans un arbre. Et je ne l'ai pas fait parce que je savais que l'assurance vie ne marchait pas pour un suicide. Donc je ne l'ai pas fait pour mes enfants. Mais j'accompagne des gens qui sont en difficulté parce que, en fin de compte, quand on est dans la rue, on croit que tout le monde nous regarde, qu'on est jugé alors que c'est faux. Mais on fabule sur le regard des autres. On stresse. Moi, j'ai eu des grosses angoisses. Mais si je n'avais pas eu mes employés, moi, j'avais mon rayon de soleil tous les matins. Je broyais du noir toute la nuit. Quand j'allais au boulot le matin, j'étais fort, quoi. Mais ils étaient là. Ah oui, la sauvegarde était terrible. Et l'autre jour, j'ai quelqu'un qui était en difficulté. Il vient me voir. Et je lui dis alors, combien de fois cette semaine? Il me dit quoi? Combien de fois? Combien de fois t'as voulu te suicider cette semaine? Il me regarde 2 fois. Oui, mais je l'ai vécu. Et en fin de compte, il faut que c'est des gens qui ont cette expérience qui peuvent entendre ces gens-là. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est le directeur de Brossard, qui était à Saint-Jean-d'Angely. Il me dit, Denis, je peux rien pour toi, mais je t'invite à manger. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie de chez l'entreprise parce qu'il m'a écouté sans me juger. Et ça m'a fait un bien fou. Et dès que je vois qu'il y a quelqu'un en difficulté, je l'invite plutôt au restaurant. Et je le juge pas, parce que je veux pas le juger, et voilà, et j'écoute. Et ça fait du bien, et je pense que quand les gens sont... Moi, je fais très attention aux gens qui ont une sale gueule, qui font la gueule. C'est souvent des histoires de jeunesse qui sont pas terribles. On est trop à juger, ouais, elle fait la gueule, bon, ça se trouve, elle s'est fait violer quand elle était jeune, mais non, on la juge maintenant, mais on regarde pas ce qui est... Puis on n'a pas à savoir ce qui s'est passé avant, mais il faut être indulgent des gens qui sont pas bien. Et des fois, ils expriment par un mauvais regard, ils font la gueule, ils sourient pas. Il y a quelque chose derrière. Et c'est indulgent, ça. Faut prendre soin des autres. Tu fais partie de l'association 60 000 rebonds? Non. Ok. Non, j'ai fait un épisode hors série sur 60 000 rebonds qui a aidé l'épisode 2, on en a parlé tout à l'heure, de Philippe Poupeau, qui lui a perdu sa société, qui s'est fait accompagner par l'association 60 000 rebonds, où il y a à la fois quelqu'un qui t'écoute et à la fois un coach qui te fait rebondir, pour le coup. C'est une association qui s'adresse aux personnes qui ont déposé le bilan. Ouais, là, tu as un truc à Saintes, là. C'est-à-dire que quand tu vas au tribunal, depuis quelques années, ils te demandent comment tu vas, plutôt que de dire comment va ta boîte. Déjà, comment vous allez, monsieur ou madame? Et après, il y a des séances de psy qui sont payées par des sponsors. Ça, c'est bien, ça. Voilà, et on leur demande s'ils veulent avoir un psy. Au départ, ils disent non, mais après, au bout d'un moment, ils disent oui, quoi. Tout s'écroule. Hein. Et moi, en plus, je gardais un truc positif, c'était pas un redressement, c'était une sauvegarde. J'étais le premier en sauvegarde à Saintes. C'était tout nouveau, c'est Sarkozy qui a ramené ça des États-Unis. En fin de compte, c'est quand on est en difficulté, on va, avant que l'État ou des fournisseurs vous emmènent au tribunal, vous allez vous protéger avant. Pour moi, c'est un outil de gestion. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est un outil de gestion et je l'ai fait au bon moment. Je l'ai fait au mois d'octobre. J'ai pu encaisser 1 million de chiffre d'affaires de bûches.
Parce que souvent, les gens y vont, mais ils n'ont plus de business. Donc, il n'y a plus d'argent qui rentre pour payer les dettes. C'est trop tard. Et le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est normal. Les chefs d'entreprise y croient tout le temps. Avant qu'ils se disent, ça va plus, c'est trop tard. Voilà, et toutes les petites prémices, les petites informations, ils n'arrivent pas à les lire parce qu'ils y croient encore. Voilà. Et puis non, et puis après, c'est trop tard. Je pense que les chefs d'entreprise, c'est un manque d'anticipation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut y aller quand il y a encore du business et il y a moyen de sauver quelque chose. Mais pour moi, il y a le leurre du je vais arriver à me rattraper. Oui, et en fait, on s'auto-persuade alors que parce qu'on et est on chef manque de d'entreprise. lucidité. Oui, mais parce c'est qu'on un manque est- de lucidité, je pense. Oui, mais on a démarré à prendre des risques, donc on est toujours dans le risque. Mais là, c'est le risque. C'est la gestion du risque. De toute T'es façon. pas à 1 mètre, t'es à 1000 mètres, quoi. Quelle a été, selon toi, ta principale erreur? C'est pas une erreur, je dirais. Enfin, il y en a plein d'erreurs que j'ai faites. Mais ma principale, c'est que j'ai pas pris quelqu'un avec moi qui était financier ou qui était du monde de la finance ou de l'économie ou de la gestion d'entreprise. Ça, j'aurais fait mieux si j'avais eu quelqu'un parce que j'avais un petit comptable. Oui, il me disait, oui, il y a pas assez de marge, vendez plus cher. Bah oui, un gamin de 10 ans pourrait le dire. Je trouve que les comptables n'ont pas toujours, je parle des comptables commerce, moi j'avais à ce niveau-là. Donc, j'aurais dû monter ma boîte avec quelqu'un qui était de la finance ou qui avait fait des études. Oui. Qui a une vision un peu plus globale, quoi. Oui, puis qui m'ont pu me donner. Aujourd'hui, j'ai un DAF qui est exceptionnel, mais j'ai eu des super DAF au moment où j'étais en sauvegarde. J'avais compris que c'est mes erreurs de gestion. Oui, c'est là où j'ai pas performé, c'est sur la gestion. Et à l'inverse, ta meilleure idée? Faire des glaces naturelles. Parce que tu ça t'es n'existait posé pas. la question de faire des glaces moins naturelles? Non, jamais. Parce que je me renierais. Moi, mon projet, c'est de faire des glaces de très haute qualité et saines à des prix abordables pour pas que ça soit que pour l'élite. Dès le début. Et j'ai mon rêve, que je dis, que les gens connaissent ici. À 70 ans, je veux être sur un banc à Tokyo et voir des gens sortir avec des glaces Angelis. Avec des sacs où il y a marqué Paris, New York, Moscou. Alors, Moscou, peut-être plus maintenant. Ouais. Voilà, mais... Donc, je voyage pas mal et je regarde... je me renseigne des prix d'un pas de porte et tout. Donc, je regarde. Je suis toujours intéressé. Bon, après, on verra. En camping-car, Tokyo, ça fait... Ouais, non, mais je prendrai l'avion. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, de créer une boîte? Fonce. Et des garde-fous, mais fonce. Souvent, ce qu'on écrit, alors pour moi, ce que j'avais écrit, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Jamais je pensais que j'en serais là. Peut-être que j'aurais eu 50 petits chariots qui parcourraient le jardin public. C'était ça mon projet, j'allais pas plus loin. Et puis je verrai bien demain ce que ça sera. Et si j'avais pas été en difficulté, j'aurais pas poussé par de grandes surfaces. Donc on était quand même le premier artisan était en grande surface, il y a 29 ans. Et des glaces naturelles, tout le monde me voyait comme un zombie. Ça marchera pas, c'est trop cher. Et les gens mangeaient de la glace parce que c'était froid et sucré. Ça leur suffisait, avec des arômes, des colorants. Alors, ça existe encore, parce que je vois, il y a des gens qui font des glaces schtroumpfs bleues, et les gens y vont. Bon, ça m'affole, je comprends plus. Mais c'est pas grave, un jour on magasin. Pour tout le monde, quoi. Ouais. Ah oui, puis de toute façon, je peux pas produire pour toute la planète et toute la France. Mais un jour, il y a une dame et un monsieur, ils viennent avec leur petit enfant et ils voulaient une glace bleue. Et moi, j'en fais pas. Et les grands-parents, non, tu vas manger une bonne glace. Non, je veux la glace bleue, je veux la glace bleue. Ils m'ont dit, désolé, qu'on va prendre une glace, mais lui, on va aller chercher la glace bleue ailleurs. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai toujours bien fait manger mes enfants. Je leur ai jamais donné de saloperie et voilà. Donc, mais moi, j'ai éduqué mes enfants comme je suis un épicurien, je cuisine tous les jours. Je fais mon marché très souvent, voilà. Donc, pour moi, la nourriture est un don qu'on donne aux autres et voilà, et qu'on leur dit qu'on les aime par le repas. Et chez moi, c'est très ancré. C'est du plaisir. Ouais, c'est du plaisir et de la détente. Ouais. Je partage. Je cuisine tous les soirs. Ah, moi aussi. Selon toi, quel est l'avenir de la société dans 25 ans, dirigée par Sarah, par exemple? Dans 25 ans, tu penses que ça va devenir quoi? Dans 25 ans, je pense que les filles ou Sarah, ou les deux, elles ont un socle qui est très costaud. Je pense que l'entreprise est hors d'eau, hors d'air, avec une trésorerie excédentaire, largement. Je pense qu'elle va gérer comme moi, en bon père de famille, en bonne mère de famille. Elle est capable de l'emmener très loin. Parce qu'elle a la lucidité qu'il faut qu'elle soit très bien entourée. Et parce que si elle pense que c'est elle qui le fera toute seule, elle va se ramasser. Mais elle n'a pas du tout ce sentiment, elle ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, quand on fait des recrutements, elle est très exigeante sur les capacités des personnes et elle ne regarde pas ce qu'elles vont faire en 1 an, mais où est-ce qu'elles peuvent emmener la boîte à 10 ans. Voilà. Ça, c'est bien, ça, en recrutement. Ouais, c'est ça. Et quel est ton objectif final? Quand est-ce que tu raccrocheras tes crampons officiellement? 5 ans. C'est une date. Ouais, j'ai dit 5 ans, 2030. Ok. Voilà. Donc, je voyagerai, si je peux.
je profiterai, puis je viendrai au conseil d'administration. Mais je ferai tout pour que mes filles, ou une des filles, se réalise son exploit elle aussi. Dernière question. Si tu pouvais parler au Denis de 96, qu'est-ce que tu lui dirais? Denis, tu as vu une très très belle aventure. Elle sera d'autant plus belle que tu prendras des coups de massue, mais tu t'en sortiras, tu te relèveras à chaque fois. Et entoure-toi très bien des gens, de tes collaborateurs pour réussir, parce que toi tout seul tu feras rien. Merci beaucoup, Denis. Merci. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.